Bienvenue au lancement du livre Notre cerveau à tous les niveaux de Bruno Dubuc avec la collaboration du Monde d'évangélisme. Donc, je m'appelle Olivier, je suis responsable des communications chez Éco-Société. Je peux vous dire que toute l'équipe d'Éco-Société est particulièrement excitée de vous dévoiler aujourd'hui un projet qui nous a à la fois passionnés et mis au défi, tellement c'est un livre hors norme comme il s'en fait peu. Notre cerveau à tous les niveaux, c'est un livre exceptionnel parce qu'il remonte jusqu'au Big Bang, exceptionnel parce qu'il conjugue à la fois les sciences sociales et les sciences dites pures, exceptionnel parce que les connaissances scientifiques qui s'y trouvent ne sont pas juste fascinantes en soi, mais aussi et surtout cruciales pour opérer des changements sociaux et politiques nécessaires. Je vais le répéter juste pour être sûr, c'est un livre exceptionnel. Donc, bref, tu sais, j'aurais pu continuer à faire une longue liste des singularités de ce livre-là, mais je vais passer la parole à l'éditeur David Murray, qui a travaillé vaillamment pour le livre. J'ai envie de faire un gros ouf pour commencer. On est content de voir ce magnifique objet entre nos mains. Je ne sais pas si vous avez idée, mais pendant longtemps, ce livre-là a été qu'une succession de fichiers Word qui laissaient présager toutes sortes de choses. En fait, oui, la première graine a été semée il y a 9 ans, à peu près à cette date-ci, en fait. Bon, je pense que Bruno va vous faire toute l'historique de comment son cerveau a processé cette idée, justement, de faire ce livre-là sous forme d'un dialogue. Ça, c'est pas la moindre des singularités, comme dit Olivier, de ce livre-là. Je pense que ça fait partie de ce qui le rend si unique, si particulier, si riche aussi, si accessible aussi d'une certaine façon. Parce que ce livre-là, c'est pas juste une somme de savoir, c'est aussi une histoire. Il y a vraiment un arc narratif dans ce livre-là. Vous allez le découvrir. C'est un gros pari pour nous, c'est un gros défi. Ça a été énormément de travail. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point il y a du travail dans un livre comme celui-là. Ben voilà, avant de passer la parole à Bruno, je vais quand même passer la parole à Rémi s'il veut dire un petit mot. Il ne l'a pas annoncé, mais je pense qu'il mérite d'être applaudi en bonne histoire. Merci beaucoup David. Merci à Éco-Société de m'avoir fait confiance. Merci à Bruno surtout, parce que c'est toi qui m'a tendu la main au début. Donc en général, comme illustrateur, on embarque beaucoup plus tard sur un projet. Et quand le texte est déjà écrit, là, j'ai suivi un peu le processus d'écriture en même temps que Bruno le rédigeait. Donc on a pris divers chemins, on a changé plusieurs fois d'orientation, de style de dessin. Donc c'était tout un processus. Aussi, ce qui était prévu au départ, c'était une image par chapitre, je crois. Et au final, il y a quasiment une centaine d'illustrations dans le livre, donc c'est quand même, ça a évolué beaucoup en cours de route. Donc merci à tout le monde, merci à Yvon, merci à Bruno, merci à David, et je vais vous laisser avec le... Merci vraiment d'être là, c'est incroyable la quantité de gens que j'aime au mètre carré dans ce lieu. J'ai l'impression d'être à mon enterrement. Sauf que je suis là. Je voulais vous dire quelques mots sur le livre quand même. C'est 3 livres en un finalement. Le premier livre, ben oui, c'est un livre sur le cerveau. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 10-20 ans sur le cerveau. On est passé vraiment d'une vision, passive d'un organe qui reçoit des inputs puis qui traite de l'information pour donner des outputs aux nos muscles pour résoudre un problème. On est passé de ça, qui est fait parfaitement bien avec un ordinateur, si vous m'avez bien suivi, qui a été la métaphore principale pour expliquer le cerveau depuis une 50aine d'années, à une vision d'un organe proactif qui est constamment en train de générer sa propre activité, qui est constamment en train de faire des prédictions en fonction de ce qu'il perçoit dans une espèce de cycle infernal qui n'arrête jamais, pour toujours essayer, au fond, d'amener la même question: qu'est-ce que je dois faire après? Fait que le cerveau, c'est maintenant vu comme une machine à faire des prédictions. C'est ce qui amène aussi un autre
changement de paradigme important qu'on peut noter, puis là, je vais en dire juste 3 genres, puis je vais passer à le deuxième livre ensuite. Je suis toujours dans le premier livre, je ne sais pas si vous me suivez. Okay. L'idée que le corps et le cerveau seraient 2 choses proches, là, mais différentes, non. Le corps et le cerveau, c'est la même chose. Un scoop pour vous ce soir. Là. Moi, j'aime mieux parler de corps-cerveau avec un trait d'union, tellement il y a de liens inextricables entre les deux. Et ça, c'est une des choses que je mets de l'avant dans le livre, ce qu'on appelle aujourd'hui la cognition incarnée, le fait qu'on pense avec un cerveau-corps. Et en plus, on pense avec un cerveau-corps situé à quelque part. Hein, cognition incarnée et située, c'est-à-dire que notre environnement, loin d'être un monde extérieur à nous, pénètre en continu dans notre cerveau et infléchit constamment nos pensées, nos prises de décision et plein d'autres choses qui se font la plupart du temps totalement à notre insu. Bon. Mettons que ça, c'est un highlight du premier livre. Le deuxième, en fait, c'est qu'une fois qu'on constate ça, ce qui devient intéressant, c'est de faire l'histoire de cette évolution-là, l'histoire de ces changements de paradigme-là. L'idée que la science est souvent présentée comme quelque chose qui amène vérité après vérité avec des grands V. C'est souvent la vision de la science qu'on a dans les médias ou à l'école. Et donc, j'essaie d'amener une vision de la science qui est plus réelle, plus vraie, c'est-à-dire qui va d'errance, de compétition beaucoup, d'essais-d'erreurs. Donc, de ne pas gommer le côté sociologique où l'argent n'est jamais loin, évidemment, de la science, son côté historique. OK, on connaît des choses aujourd'hui, comment on les a découvertes, ces choses-là? J'essaie à chaque fois que je parle dans le domaine que je connais un petit peu, les sciences cognitives, de montrer l'histoire, quand je parle d'une avancée importante, bon, comment ça s'est fait. Donc, c'est juste pour dire que la science, c'est ça aussi, puis c'est un peu cette façon-là de voir la science que j'essaie de montrer dans le livre. Et tout ça amène des questions, et c'est le troisième livre, plus éthique et politique, dans le sens où si on est si sujet, si l'être humain est une bébite si étrange, qui peut être tiré vers le pire et vers le meilleur, on le sait, hein, c'est beaucoup, ça fait un peu un lieu commun, mais c'est beaucoup dans quel contexte, dans quelle situation, dans quel environnement cet être humain-là baigne et est tiré. On ne se fait pas une vision du monde, on ne donne pas du sens au monde de la même façon si on évolue dans un monde individualiste où il faut être compétitif, flexible, etc., que si on évolue dans un monde où coopération, entraide, autogestion, respect mutuel, coopération, tout ça est mis de l'avant constamment. Comme ici, par exemple, au bâtiment 7 et au Centre-Taverne, que je remercie moi-même encore une fois. 6 ans sans patron. Yeah! Donc, c'est ça l'histoire du livre, parce que c'est l'histoire donc de la rencontre de 2 personnes qui, au cours de l'été 2022, se sont rencontrées à 12 reprises différentes à chaque semaine. Et ça a commencé ici, leur rencontre, sur la terrasse ici. Et puis ensuite, ils se sont promenés à différents endroits. Et je peux peut-être faire un lien avec Yvon. Yvon, durant peut-être les 2 premiers tiers du livre, c'est plutôt l'élève. Hein? Il est là, il pose des questions à Dubuc part dans ses tirades. Et puis, ouais, il commence à acheter un peu d'affaires quand on commence à parler du langage. Là, tu sais, j'avais une joke là-dessus. Là, tu sais, il se rend compte que on utilise le langage d'une façon, souvent pour convaincre et souvent pour tromper, manipuler les autres. Et puis ça, il apprend, ils vont dans le livre, que ça remonte à très loin, hein, qu'on a des cousins primates qui font ça déjà. On a beaucoup en primatologie montré ça, la tromperie, ces affaires-là. Mais que nous, avec le langage, on décuple ces capacités-là. On est capable d'amener ça très loin. Fait qu'après, les chimpanzés, les gorilles, les gibbons, on arrive aux crosseurs suprêmes aujourd'hui, que sont les Fitz-gibbons. Finalement, il m'avait dit, tu sais, les mondanités, moi, c'est pas mon truc. Fait que ça m'étonne pas qu'il ne se soit pas montré encore ce soir, mais je veux dire que si le livre n'est pas trop indigeste, c'est beaucoup grâce à lui. C'est grâce à ses questions
qui m'ont talonné pendant tout l'été en me ramenant concrètement là, pour le monde qui a de la misère à payer leur loyer, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu avances? Puis, bon, j'essayais tant bien que mal de répondre à ces questions. Puis, en fait, je suis content parce qu'il a vu le livre Yvon, puis quand il l'a eu entre les mains, Yvon, il s'est dit, écoute, c'est pas juste un livre de science sur le cerveau, ça. Il dit, j'ai vu comment tu avais amené nos affaires, puis c'est un fucking manifeste anticapitaliste, au fond. Tu sois là pour vous. Et voix publique, mesdames et messieurs.